Les titres du journal. Vers la relance des travaux d'aménagement de 1000 hectares dans la plaine de Koundia à Mandiana, une mission était sur le terrain pour examiner les conditions de reprise. 620 agents en formation pour améliorer la communication en matière d'épidémie d'Ebola. Vous aurez les échos dans ce journal. Et puis, les opérations de dévirement des salaires des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État sont annoncées pour la fin de ce mois. Pour y parvenir, les concertations sont en cours. Bonsoir à tous, vous êtes dans la grande édition d'information. La Direction nationale des hydrocarbures dans l'élan des grandes réformes du secteur. Les cadres de cette structure ont échangé avec les opérateurs évoluant dans le domaine sur les questions liées aux procédures de rapprochement et d'élaboration des tableaux standards. Yaya Silla. La rencontre est devenue une tradition entre les opérateurs pétroliers et l'administration publique. Cette fois, il s'agit de converger sur les notions de paramètres, de structure de prix, l'objet de réconciliation entre l'administration et les opérateurs pétroliers. Ce qui est attribué au transport, c'est 440 francs. Ici, à Yomou, c'est 1300 qu'on paye. Et donc, ce qui se demande, les pétroliers doivent être aidés. Aider comment? Les donner de l'instrument de travail, les donner la possibilité pour agrandir les dépôts. Nous, on se réjouit de ces réunions de concertation qui ont démarré depuis un peu plus d'un mois. Et on l'espère que d'ici la fin du mois de novembre, que nous arriverons à trouver des solutions idoines pour permettre à nos différentes sociétés de recouvrir des écarts qu'il peut y avoir dans la structure de prix des produits pétroliers. Depuis plusieurs années, ce secteur n'a jamais connu une telle organisation où les outils de travail sont particulièrement absents, ce qui explique l'importance de cette rencontre. Ce qu'on est en train de faire, de toute façon, ça vise à normaliser le secteur. Quand le secteur est normalisé, ça veut dire que les opérateurs économiques seront en règle vis-à-vis de l'administration publique et réciproquement. L'administration publique aussi respectera ses engagements financiers et tout ça là naturellement peut concourir à une bonne maîtrise de la structure, à une bonne maîtrise des prix qui sont pratiqués à la pompe. On a mis autour de la table nos experts, nos techniciens pour identifier quels étaient effectivement ces éléments qui méritaient d'être réconciliés et quelle était la méthode qui allait être utilisée pour qu'on soit bien d'accord sur la façon dont cet exercice va pouvoir se dérouler à l'avenir. Les participants ont échangé et ont finalement adopté la démarche de la Direction nationale des produits pétroliers et des produits dérivés. Je vous le disais en titre, à Mandiana, en Haute-Guinée, les travaux d'aménagement de la grande plaine de Koundia seront bientôt relancés. 1000 hectares sont concernés par ce projet de modernisation de l'agriculture qu'ambitionne le gouvernement. Les cadres du projet étaient sur le terrain pour examiner les conditions de reprise des travaux. Fodé Bangali Fofana. Ils sont cadres techniciens des départements des finances, du plan et de l'agriculture à travers la Direction nationale du génie rural, mais aussi de l'administration et contrôle des grands projets ACGP à être reçus ici sur la terre de Sakodou Koundian dans la préfecture de Mandiana. Cette visite de terrain est la première étape des travaux de la première session du comité de pilotage du projet d'aménagement de la grande plaine de Koundian. Ici, à la base vie de l'entreprise chinoise chargée d'exécuter le projet, un premier échange entre les différents acteurs du projet a eu lieu avant de se transporter dans la plaine. L'aménagement de cette plaine de Koundian concerne 1000 hectares initialement prévus en maîtrise totale de l'eau sur les 18 000 hectares que compte cette vaste plaine. L'aménagement va consister à la réalisation d'une retenue d'eau avec un barrage et des canaux d'irrigation pour la plaine, pour la mobilisation de l'eau et pour assurer l'irrigation. Grâce à l'engagement de la brigade militaire aux côtés des paysans dans l'agriculture, l'État fait aujourd'hui face à l'aménagement de cette plaine de Koundian pour être un modèle. Durant 25 ans, depuis que nous travaillons, c'est la première fois, au moins, qu'il y a eu une volonté politique de faire un aménagement à maîtrise totale à l'image des autres pays. Nous avons toutes les conditions nécessaires pour rentrer dans ça. Le président Alpha Condé a dit que dans ce mandat, il voudrait assurer la sécurité alimentaire à tous les Guinéens. Et nous sommes dans cette dynamique.
Il s'agit de faire un ouvrage de retenue des canaux d'amener revêtus, des parcellaires et des digues pour permettre à nos populations de mieux exploiter la terre. La menace de la nouvelle espèce de chenille, on en parle encore dans la préfecture de Pita. Une mission d'inspection du ministère de l'Agriculture s'est rendue sur le terrain pour faire le point de la situation et engager une opération de pulvérisation des domaines infestés. À Timbi Madina, la menace est réelle, nous rapportent Habib Thiam et Rachel Tedounou. 40 000 tonnes de pommes de terre sont produites chaque année en Moyenne-Guinée. L'essentiel de cette production provient de la sous-préfecture de Timbi Madina, à Pita. Comme dans ce domaine de Tokosere, l'heure est aux récoltes, mais les paysans sont excédés par l'apparition des chenilles. Vous allez voir jusqu'à 6 pommes de terre détruites à la surface et à l'intérieur, certaines sont épargnées. Avec leur apparition, le producteur peut passer de 10 tonnes à 6. La perte peut se révéler très énorme. Non encore identifiée, cette espèce de chenille ralentit considérablement le cycle végétatif de la pomme de terre dont elle détruit les fruits. Ces actions nocives suscitent la mobilisation du ministère de l'Agriculture. À ce jour, 85% des surfaces sont traitées à l'image de ce domaine de Leitoling dans le district de Bamikore. On a vu que les insectes commencent par les feuilles, le matin très tôt ou le soir. Quand il fait un peu chaud, vers les midi 13h, ils migrent dans le sol, ils ont commencé à attaquer les tubercules. Aujourd'hui, on peut dire que l'attaque est derrière nous parce que presque toutes les zones attaquées ont été traitées. Et Dieu merci, il y a eu une mobilisation forte. Ça a été la stratégie mise en place par le ministère de l'Agriculture. Dans ce magasin de transit, des récoltes et quelques semences attendent leur évacuation. À Timbi Madina, la production de la pomme de terre fait du chemin grâce à un monde paysan bien structuré. Soutenu par le gouvernement, la corporation affiche son optimisme face aux chenilles. Ils sont venus avec les produits, avec les appareils de traitement. Ils sont allés directement dans les villages. Et des villages, ils sont partis directement dans les champs et le mal est derrière nous aujourd'hui. Il faut remercier donc le département et à travers le département, tout le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour justement éradiquer le mal. La construction d'une usine de transformation de la pomme de terre est annoncée dans la région, une promesse du chef de l'État qui entend valoriser cette culture sur le sol guinéen. À Conakry, la commission éducation de l'Assemblée nationale a visité la pharmacie centrale de Guinée. Objectif, s'enquérir du fonctionnement de ce service stratégique de la santé. Reportage Robert Siditon. Ils sont partis satisfaits de la pharmacie centrale de Guinée, ces honorables députés de la commission éducation santé après cette visite de prise de contact et d'information. Il s'agissait pour ces parlementaires de toucher du doigt les réalités sur le fonctionnement de la PCG en cette période de crise sanitaire. En cette période de fièvre hémorragique Ebola, nous avons donc mis l'accent sur cette institution parce qu'elle est en quelque sorte un des fondements de la politique sanitaire du pays. Donc nous avons fait les visites, nous avons écouté les uns et les autres et nous sommes globalement satisfaits de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Nous pensons que cette institution joue son rôle. Elle a certes des difficultés, notamment des problèmes de trésorerie. Il faudrait donc que ces contraintes soient prises en compte par l'État. La PCG est un établissement public à caractère industriel et commercial avec pour vocation l'approvisionnement en produits de santé de qualité des structures sanitaires du pays. Et les élus du peuple qui sont venus visiter pour voir dans quelles conditions nous travaillons, dans quelles conditions les médicaments destinés pour la population guinéenne sont conservés, sont gérés. Et pour nous, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque part à quelqu'un aussi où il y a certains qui pensent pouvoir nous aider et qui viennent aussi contrôler voir ce que nous faisons. Cette visite nous rassure. Il est également projeté d'autres visites de terrain en vue d'outiller la commission éducation santé dans ses approches de contrôle de l'action gouvernementale. À cause de l'état d'urgence sanitaire, la fête de la Guinée n'a pas été célébrée cette année dans les garnisons du pays. Les hommes en uniforme se sont plutôt mobilisés pour des actions d'assainissement des lieux publics. C'est le cas à Guékédou et à Labé. Reportage Serge Lamine Sanakamara. Très tôt dans la matinée, l'ensemble des hommes en uniforme se sont mobilisés à l'hôpital central de la préfecture de Guékédou.
au grand marché, au centre de traitement d'Ebola et dans les 2 cimetières de la sous-préfecture de Nongoa. Objectif, offrir à ces lieux publics un environnement sain. Et vraiment, ça nous fait un soulagement du fait que nous voyons les forces armées s'impliquer dans la lutte contre ce virus qui a pris de la dimension, mais que nous arrivons à contrôler avec l'implication de toutes les communautés à la base. Guékédou est l'une des préfectures les plus touchées par le virus Ebola. Les forces de défense et de sécurité s'engagent auprès des autorités préfectorales pour une lutte farouche contre cette épidémie. Une bonne armée s'investit dans la vie de la nation, dans la vie des populations. L'hôpital, c'est un lieu qui concerne tout le monde. Si vous venez à Sénir là-bas, c'est que vous rendez un grand service à la population de Guédou. À l'image des autres unités de l'intérieur du pays, les forces de défense et de sécurité de la 2e région militaire de l'Abbé étaient également mobilisées autour des activités d'assainissement des lieux publics et des principales artères de la ville. Ces actions prouvent à suffisance la bonne marche de la réforme du secteur de la sécurité en cours. La coordination nationale de riposte à Ebola était face à la presse ce samedi, un rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur l'évolution de la maladie. De nouvelles statistiques ont été données et le nouveau plan de riposte en cours d'exécution. Les précisions avec Adia Toubari et Rose Pocho. La maladie à virus Ebola est vaincue dans 9 préfectures du pays. Cette victoire est le résultat des efforts de lutte conjugués par la coordination nationale de riposte à Ebola et les partenaires internationaux. La maladie a contaminé depuis mars dernier 1813 personnes et 1079 malades en sont morts. Le nombre de cas hospitalisés comme suit. CPE de Guékédou, 74 cas sont hospitalisés, donc 63 cas confirmés. Macenta, 30. Kerouané, 13, Zédécoré, 13, Farana, 3 et Guékédou, 4. Au CPTE de Macenta, 22 cas, dont 12 confirmés et 10 suspects sont hospitalisés. Au CTE de Conakry, 31 cas, dont 23 cas confirmés et 8 cas suspects sont hospitalisés. Ce qui fait un total de 127 cas, dont 98 confirmés et 29 suspects dans les centres de traitement. Dans le cadre de la riposte, des nouvelles stratégies sont envisagées par le gouvernement guinéen. Objectif affiché, briser rapidement la chaîne de propagation du virus dans le pays. Nous sommes en train de doubler nos effectifs dans les préfectures pour que le suivi de contacts puisse être mieux organisé dans la ville de Conakry, afin que tous les contacts puissent être suivis à 100%. Et en plus, l'augmentation de nos moyens logistiques et de notre capacité en termes de spécialistes pour pouvoir jeter tout le monde dans la bataille, c'est ce qui va justifier une diminution prochaine durant la fin de ce mois. La mobilisation des communautés à la base pour la détection des cas suspects et le transfert des malades dans les centres de traitement Ebola est l'action que mène la coordination nationale de riposte à Ebola sur le terrain. Déjà, dans les différents centres de traitement de la Guinée, 579 personnes ont survécu à la maladie Ebola. Le projet engagement communautaire se poursuit dans les 5 communes de la capitale. Après Dixine, c'est au tour des facilitateurs communautaires de Matoto de suivre une formation pour devenir des personnes ressources en matière de lutte contre Ebola. À l'issue de la formation, des comités de veille sanitaire seront mis en place dans les différents quartiers de la commune. Adiatou Bari Mabinti Laïsouma. Pour éradiquer l'épidémie à virus Ebola, le gouvernement guinéen et ses partenaires comptent sur la participation des communautés à la base. Cette session de formation des élus locaux, leaders d'opinion et religieux de Matoto, marque l'adhésion de la communauté à la base au projet engagement communautaire. Il est important que toutes les communautés participent à la prévention de cette maladie. Il faut donc renforcer le système de surveillance en mettant en place les comités de veille sanitaire qui constituent la trame de vision de la coordination nationale de lutte contre Ebola et de ses partenaires. Au compte de ce projet,
Le ministère de la Santé, appuyé par l'OMS et l'UNICEF, va former 620 facilitateurs de dialogue communautaire. Vous avez suffisamment vos mandants, vous connaissez très bien les populations de la commune, donc on vous laissera le soin d'appliquer vos connaissances pour obtenir une mobilisation de toute la commune de Matoto, de tous les ressortissants et de tous ceux qui vivent dans la commune de Matoto, pour qu'ensemble on arrête l'épidémie. Nous allons nous mettre à l'œuvre pour faire ce travail au profit de nos populations respectives. Au terme de cette session de formation des facilitateurs de dialogue communautaire, des comités de veille sanitaire de 5 personnes seront mis dans chacun des 37 quartiers de Matoto. Ils auront pour tâche de mener les actions de communication pour contrer la propagation du virus Ebola dans leur quartier. Chapitre Ebola toujours, le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Wankifon dans la préfecture de Koya. Ils étaient allés constater le niveau d'évolution du centre de traitement d'Ebola et sensibiliser la population sur l'intérêt de ce centre. Safiatou Kondé. Sur ce site d'1,5 hectare que les travaux de construction du centre de traitement d'Ebola de Koya sont effectués. Il est à Wankifon, à 6 km du centre-ville. Plus de 2 semaines après le lancement du chantier, la réalisation de l'ouvrage avance à la satisfaction des techniciens. Les engins se relaient pour accélérer les travaux de ce centre de traitement d'une grande capacité d'accueil. Il y a tout un tas de dispositifs, des tentes de pharmacie, de la restauration, des douches, des toilettes, des tentes pour les gens contaminés, une morgue, malheureusement, on est obligé. En fin de compte, tout un tas de bâtiments, de l'eau, d'électricité. En fin de compte, c'est un grand hôpital de campagne, quoi. Sur ce chantier, l'ambassadeur des États-Unis en compagnie du grand imam de la mosquée Faisal. Ils viennent évaluer les travaux et surtout sensibiliser la population. Ici, les rumeurs sur une supposée réticence de la jeunesse face à la construction du centre de traitement ont couru. Si Dieu a fait qu'aujourd'hui, la communauté internationale veut construire le centre d'examen qui peut examiner nos gens pour connaître de quelle sorte de maladie que nous souffrons, ce n'est pas pour Ebola. Cela ne veut pas dire que si on a construit un centre d'Ebola, donc Ebola reste, non. Ebola peut partir dans une semaine, dans 10 jours, dans 1 mois. Ainsi soit-il. Ça peut se faire. Mais est-ce qu'après cette maladie, est-ce que le centre aussi va partir? Le centre reste pour aider les Guinéens. Je suis venu avec mon grand frère, le grand imam de mosquée Faisal, pour écouter les gens de Wankifon et de Koya. Leur inquiétude, leur préoccupation et la peur que tout le monde a contre toutes les maladies, mais particulièrement aujourd'hui à Ebola. Il y a 2 réactions humaines face à la maladie. D'abord, il y a la mort et après, il y a la peur. Elhaj Mohamed Saliou Kamara et Alexander Laskaris ont poursuivi cette sensibilisation à la mosquée de Koya-Ville lors de la grande prière de vendredi. Au sud du pays, après les récents événements survenus à Zérékoré, les confessions religieuses se retrouvent pour implorer la grâce divine pour le retour définitif de la paix et la maîtrise de la propagation du virus Ebola. Reportage Ibrahim Keita. C'est une synergie d'action pour la consolidation de la paix dans la région administrative de Zérékoré. Tirant les conséquences des événements malheureux que la région a connus ces derniers temps, les confessions religieuses de Zérékoré se donnent les mains pour demander pardon à Dieu à travers des prières collectives. L'unité, la paix et l'entente règnent désormais dans notre cité et que ceux qui sont tombés sous le coup de ces violences bénéficient de la miséricorde divine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Prions Dieu pour que Zérékoré soit stable et que Zérékoré ait la paix. Et que Zérékoré connaisse enfin le développement et le bonheur. La présente prière collective fait suite à une série de prières organisées dans les églises et les mosquées de Zérékoré. L'imam Toumani Diallo a demandé l'acceptation dans la différence, seul gage du développement. Le pasteur de l'église protestante, lui, a livré le même message en insistant sur la fin d'Ebola en Guinée. Au nom de Jésus, c'est fini pour Ebola. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu.
Parce que la Bible dit, si nous nous détournons de nos péchés, si nous nous humilions, nous avons fait beaucoup de dégâts. Les autorités administratives, après avoir salué l'initiative, ont demandé à la population le respect des règles d'hygiène. Autre facette de l'actualité nationale, dans le cadre des opérations d'assainissement du fichier de l'administration publique, le dévirement des salaires des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État est annoncé pour la fin de ce mois de novembre. Mais avant l'exécution de cette étape, le ministre de la fonction publique a rencontré hier les représentants des banques primaires. Objectif, faire le point sur les résultats du gel et la consignation des salaires en cours. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. C'est ce qu'on appelle à la fonction publique opération d'harmonisation des données. Le ministre Sékou Kourouma échange avec les représentants des 14 banques primaires sur le gel et la consignation des salaires des agents de l'État entamé fin septembre. À 2 mois de l'entrée en vigueur de la mesure, 3 880 fonctionnaires manquent encore au fichier de paiement au niveau des banques et au billetage. N'est-ce pas, de trésor. Il fallait donc venir aujourd'hui travailler avec les professionnels de la banque pour faire l'état des lieux. Au résultat, on trouve que les banques ont bien voulu accompagner le gouvernement. Il est important, à partir du moment où les statistiques et certaines informations brutes sont là, que nos techniciens se mettent ensemble rapidement et avec nos partenaires du système bancaire et les billetteurs pour qu'il y ait confirmation de ces situations ou actualisation au besoin, suivant les données que les uns et les autres disposent. La mesure entre dans le cadre de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Mais le gel et la consignation des salaires se sont heurtés à certaines incompréhensions que les deux parties s'engagent à corriger, comme le cas à la Bissigui. Les gens ont été payés parce que nous, on a effectivement estimé que le gel concernait le mois de septembre, mais on va faire le point du mois d'octobre aussi pour donner une situation au ministre de la fonction publique. Pour consolider les acquis, un dévirement de salaire est annoncé pour ce mois de novembre. Après le gel des salaires, maintenant c'est le contrôle permanent qu'on a mis en place, suivi du dévirement des salaires. Et puis lundi passé, chaque fonctionnaire a l'obligation de se présenter à son poste de travail, y compris ceux qui ne sont pas postés, pour venir physiquement se présenter et marquer de sa présence l'heure à laquelle il est arrivé et l'heure aussi de départ. Et ça nous permettra à la fin du mois de connaître effectivement que tel fonctionnaire existe. La décision de dévirement des salaires pourrait durer au moins 3 mois. Radio de proximité par excellence, les radios rurales demeurent un outil efficace d'information et de sensibilisation. C'est dans ce sens que la Fondation Suisse Hirondelle apporte son appui à ces médias locaux à travers la formation d'une trentaine de techniciens et d'animateurs. Une formation financée par l'Union européenne. Denise Timbo-Mongono. Dans ce studio-école de la banlieue de Conakry, Essatou Lamarana et ses confrères renforcent leur capacité en technique de traitement et de diffusion de l'information. Ici, un accent particulier est mis sur l'éthique et la déontologie du métier de journalisme. Bon, on ne savait rien. Avec vraiment l'éthique et la déontologie qu'on a appris avec cette fondation, vraiment j'estime que je pourrais servir honorablement les médias guinéens. La diffusion de l'information implique une bonne maîtrise des outils techniques. Bamba, technicien, se familiarise avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons d'abord vu la technique, les notions de base en informatique, comment, à partir de l'ordinateur du studio, les aides d'ordinateur de production et de diffusion, comment arranger le signal dans l'ordinateur et comment faire les programmations. Nous avons insisté sur la nécessité de produire un son de qualité, parce que sans un son de qualité, on ne peut pas parler vraiment de radio. Ils sont une trentaine, techniciens et animateurs, à bénéficier de cette formation. Objectif, former des journalistes, acteurs de paix et de la cohésion nationale. Nous sommes convaincus que des journalistes bien formés, des journalistes rigoureux, des journalistes consciencieux qui travaillent de manière professionnelle sont susceptibles de contribuer très largement à une culture de paix,
à répandre cette culture de paix et à empêcher des conflits latents de se transformer en conflits violents. Née au lendemain du génocide rwandais, la Fondation Hirondelle se donne pour mission combattre l'ignorance par une information juste et équilibrée. Le directeur communal de l'éducation de Matoto plaide pour une réduction des frais d'inscription et de scolarité dans les écoles privées. Mohamed Khalil Konaté s'est récemment entretenu avec les fondateurs des établissements privés. Raison invoquée, la situation financière des parents en cette période d'épidémie de fièvre Ebola. Kerno Ousmane Diallo. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola a eu des effets sur l'économie guinéenne. Pour atténuer l'impact de cette crise en milieu scolaire, la direction communale de l'éducation de Matoto mène une campagne auprès des responsables des écoles privées afin d'éviter une augmentation des frais de scolarité comme il est de coutume dans certaines écoles chaque année. C'est l'une des grandes préoccupations de plusieurs parents d'élèves à un moment où la rentrée des classes, retardée du fait de la fièvre Ebola, s'annonce, même si aucune date n'est encore donnée. J'ai fait un petit plaidoyer pour qu'ils acceptent d'humaniser cette année la rentrée scolaire. Je dis bien d'humaniser et qu'il ne faut pas que les gens cèdent dans l'excès cette année en tenant compte d'Ebola. Ebola a autant appauvri le peuple de Guinée que tous les secteurs ont ressenti. Donc dans leurs frais d'inscription et de scolarité, ils n'ont qu'à revoir ça cette année à la baisse en tenant compte de l'approvisionnement massif du peuple de Guinée et les parents d'élèves. Je pense que cet appel a été apprécié et nous attendons de voir à l'ouverture si notre plaidoyer a porté fruit. Nous n'avons pas imposé, j'insiste là-dessus, que c'est un plaidoyer que nous avons fait au nom des parents d'élèves et au nom des enseignants. Dans la commune de Matoto, la plupart des élèves sont inscrits dans les écoles privées. Sur les 250 000 élèves que compte la commune, 150 000 fréquentent ces écoles. Ici, l'idée d'une rentrée scolaire humanisée pourrait à coup sûr réduire les abandons de classe, estime-t-on, et encourager la scolarisation cette année. L'école d'abord c'est un ensemble de familles. Alors si nous faisons des propositions, je crois qu'il est intéressant pour que nous puissions nous retrouver à la base pour pouvoir décider ce qu'on pourra faire ensemble pour aider nos enfants, puisque c'est notre pays, c'est une chose commune. Les discussions vont donc se poursuivre avec les responsables des écoles privées qui vont devoir aussi relever un autre défi, celui de rattraper le retard accusé dans les programmes. Culture, pour refermer cette édition, le grand cinéaste franco-guinéen Cheikh Doucouré est à Conakry. Le réalisateur des films Bako et le Ballon d'Or travaille sur un nouveau film pour le bonheur des fans du cinéma, Le portrait de l'homme, avec notre reporter Rose Poch. L'homme à la moustache blanche, un foulard rouge noué au cou. Cheikh Doucouré est né en 1943 à Cancan. Ce cinéaste franco-guinéen est confronté à la dure réalité de l'exil alors qu'il n'avait que 18 ans. Depuis 3 semaines, Cheikh Doucouré est en Guinée. Il a un projet, la production d'un film qui relate la vie d'une fillette de 7 ans. Le film va parler essentiellement de la jeunesse guinéenne, puis même de la sous-région, qui est aussi un film qui va parler de l'exode rural, parce que nous allons suivre une petite fille de 7 ans qui va être envoyée dans une famille d'accueil à 7 ans, qui va vivre à Conakry jusqu'à l'âge de 20 ans, que nous allons suivre, que nous allons voir évoluer. Et chaque étape de sa vie aussi nous amène dans un milieu de la jeunesse guinéenne. Les films Bako, Ballon d'Or sont entre autres productions de ce cinéaste rompu à la tâche. Dans ces films, il met en exergue les conséquences de l'immigration, notamment son impact sur la jeunesse africaine. Pour lui, chacun peut construire son avenir chez soi. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet qui est aussi cet exode et puis le problème des familles d'accueil. Vous savez, Conakry est saturé, il y a trop de monde et on pense qu'en envoyant un enfant à Conakry, on peut lui créer un avenir. Quelquefois, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai dit à la jeunesse, ils sont plus de 60%. Il ne faut pas qu'ils perdent espoir, mais qu'à un moment, il faut qu'ils prennent leur destinée en main. Fasciné par le cinéma depuis sa tendre enfance, Cheikh Doucouré a remporté plusieurs distinctions, dont le prix Jean Vigo en 1977.
De retour dans son pays natal, Doucouré garde beaucoup de souvenirs de son enfance. Cet amoureux de la nature a un sport préféré, le football. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre attention à la télévision nationale.